Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. Je m'appelle Luna, j'ai 24 ans, je suis infirmière et investisseuse depuis plus de 4 ans. Je suis également passionnée de finance. Et ici, sur Boursicote, mon podcast, nous parlons de l'argent sans tabou. Tu retrouveras ici tous les lundis de la vulgarisation financière, des interviews, du développement personnel ainsi que de l'analyse de l'actualité économique. Pour ceux qui écoutent Boursicote depuis un petit moment, je retrouve aujourd'hui Marion derrière le micro. Elle était déjà venue nous parler de sa façon d'appréhender le budget vacances. Aujourd'hui, on se retrouve pour échanger avec elle sur sa façon de gérer son budget en couple. Personnellement, j'ai déjà donné mon avis sur l'audio L'argent et le couple que je t'invite à aller écouter. Mais comme il y a autant de gestion que de couple quasiment, même si j'exagère un peu, je trouvais que c'était sympa de te partager une autre façon de faire. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Marion, peux-tu te présenter s'il te plaît ? Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver une nouvelle fois sur Boursicote. Moi c'est Marion, j'ai bientôt 30 ans et dans la vie je suis chef de projet. J'ai lancé mon compte Instagram Viens, on se lance il y a quelques mois pour parler d'argent aux femmes. J'ai hâte de voir la suite. En ce qui concerne ton couple, que peux-tu nous en dire ? Je suis en couple depuis 12 ans avec mon chéri. On s'est paxé en 2019 et on a récemment acheté notre appartement en région parisienne. On habite ensemble depuis un paquet d'années maintenant, je pense que ça fait 8 ou 9 ans. On a commencé locataire à Poitiers, chacun avec son appartement officiellement, mais il était tout le temps chez moi. Finalement, on a tous les deux rendu nos appartements pour en prendre un ensemble. Après ça, on est revenu en région parisienne et on a loué un appartement dans le 93 pendant 5 ans. En 2020, on voulait déménager dans plus grand pour avoir un bureau séparé, mais les loyers parisiens sont quand même assez élevés, donc on s'est vite rendu compte que ça nous coûterait autant tous les mois, voire moins, si on achetait. On a trouvé l'appartement en juillet 2020 et signé l'acte de vente en février 2021. Ça a été un peu long parce que j'étais en période d'essai, donc on a dû attendre quelques mois pour demander un prêt à la banque. La construction n'a pas pris trop de retard, on a été assez chanceux encore une fois et on a pu emménager en mars l'an dernier. On est vraiment ravis d'habiter ici. Donc tu es officiellement une trentenaire établie en ménage et propriétaire. Qu'est-ce qui t'a motivé avec ton chéri pour acheter ? Comme je te disais, on voulait déménager dans plus grand, dans un T3 pour avoir un bureau. Parce qu'en étant tous les deux en télétravail pendant le Covid, on s'est vite rendu compte que les réunions quand on est dans la même pièce, c'est pas simple. On cherchait quelque chose en très proche banlieue parisienne pour avoir le métro et les avantages de Paris, mais sans avoir le prix de l'intramuros. Dans la zone qu'on avait sélectionnée, un T3 c'était minimum 1500-1600 euros. À l'époque, je gagnais environ 1800 euros par mois, donc on savait que ce serait compliqué de faire passer notre dossier. Et puis un soir, mon chéri a fait une simulation de prêt. C'était pas du tout prévu, mais il s'est rendu compte qu'un crédit sur 25 ans pour acheter un T3 dans cette fameuse zone nous coûterait environ 1300 euros par mois. Donc moins cher finalement. Ça m'a assez vite convaincu. D'un côté, un appartement à 1500 euros par mois, de l'autre, un appartement qui nous coûte moins cher chaque mois et dont on est propriétaire à la fin. Y a pas photo. On savait qu'on voulait pas faire de travaux, donc on a choisi d'acheter sur plan avec ce que l'on appelle la vente en l'état futur d'achèvement. En général, les investisseurs déconseillent le VFA parce que c'est un peu plus cher. Mais dans notre cas, avec les prêts aidés qu'on a eus, la TVA réduite et dans la zone dans laquelle on a acheté, c'était vraiment négligeable comme surcoût. Le point bonus, c'est qu'on est dans une zone en transformation profonde qui prend de la valeur d'année en année et donc qu'on pourra revendre plus cher. D'ailleurs, si on revendait maintenant, on ferait environ 45 000 euros de plus-value par rapport à quand on achetait en 2021, alors que la zone est encore en travaux. J'estime que c'est une bonne opération pour nous. Ça a l'air en tout cas. Je ne connais pas du tout le marché parisien, mais je suppose que ça prend de la valeur avec les années et ça depuis des décennies. Comment ça s'est passé pour prendre la décision avec ton chéri d'acheter sur l'endroit, le montant, travaux ou pas ? Pour la localisation, c'était facile. On a simplement gardé le critère de notre recherche locative, à savoir max 45 minutes en transport pour rejoindre nos lieux de travail respectifs de l'époque. Pour le prix, on a regardé combien on pouvait emprunter avec nos salaires du moment. C'était notre prix max 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 en cas de gros coup de cœur. Si c'était en dessous, c'était évidemment un plus. Et de mémoire, je crois qu'on est d'ailleurs un petit peu en dessous de ce qu'on pouvait emprunter à l'époque. Et enfin, on savait tous les deux qu'on ne voulait pas de travaux. Mon frère a acheté une maison dans laquelle il a absolument tout refait, de l'électricité à l'isolation en passant par les sols et la dalle en béton de la cave. Il a adoré ça, mais nous on savait qu'on détesterait ça. Si quelqu'un fait les travaux pour moi, c'est ok, mais je veux poser mes valises quand j'arrive. Si on achète de nouveau plus tard, la question des travaux se posera probablement, mais le neuf c'était vraiment la solution de facilité pour nous à ce moment-là. Ah oui, moi tu vois au contraire, je veux absolument rénover. Je trouve que tu gardes l'âme du lieu et sa chaleur d'antan. Après, il en faut pour tout le monde. En ce qui concerne la gestion de l'argent maintenant, comment tu t'organises ? Pour l'argent, c'est principalement moi qui gère. On a chacun nos livrets d'épargne, nos investissements et nos comptes perso, mais presque tout se passe sur le compte joint qu'on a ouvert quand on a acheté l'appartement. C'est une demande de la banque pour les mensualités du prêt et au final, je préfère parce que ça nous permet de faire moins de mouvements d'argent d'un compte à l'autre. Pour l'investissement, j'ai un PEA et un CTO à mon nom sur lesquels je gère seul.
Lui, il a de l'épargne entreprise, mais quand il m'a montré ce qu'il avait fait, c'était clairement optimisable. En plus, il avait une gestion pilotée qui lui coûtait 19 € par an alors qu'elle lui a rapporté que 16 € de plus-value latente sur l'année. Pas terrible, terrible. Je lui ai proposé d'enlever cette gestion pilotée et de me donner ses consignes, mais sans le forcer. Il faut que ça lui convienne aussi. Finalement, c'est moi qui pilote la gestion, mais au moins c'est gratuit et je veille à tenir compte de ce qu'il me dit. On n'a pas le même profil de risque, il est bien plus prudent que moi, mais je respecte totalement ça et je ne répartis ses investissements que sur ce qui correspond à son profil et à ses objectifs. Sur l'épargne, je veille à faire 50-50 et à verser autant sur nos livrets respectifs chaque mois. Ça fonctionne pour nous parce que nos salaires sont maintenant équivalents à quelques dizaines d'euros près, donc aucun n'est lésé, entre guillemets, par cette répartition. Pour l'argent au quotidien, on définit les grandes lignes du budget annuel en décembre pour l'année suivante. En cours de route, on réajuste si besoin, notamment si on a une grosse dépense qu'on n'avait pas forcément anticipée en décembre. On a plusieurs catégories: alimentation, animaux, appartements, loisirs et sorties, vacances, santé, cadeaux, etc. Je fais les comptes tous les week-ends pour vérifier si c'est toujours OK. Maintenant, j'ai clairement l'habitude, donc ça me prend même pas 10 minutes par semaine. Ok, donc ton chéri, si je comprends bien, ne s'intéresse pas trop à tout ça et te laisse gérer. Est-ce que c'est une charge mentale pour toi? Ça l'était au début, mais on en a discuté pour éviter que ça devienne trop à gérer. J'ai aussi mis en place des habitudes, donc c'est rentré dans mes routines et ça me prend maintenant très peu de temps à chaque fois. Une autre solution qu'on a mise en place pour compenser, c'est que c'est lui qui s'occupe de faire les courses et la majorité des repas. Ça nous a permis de répartir la charge mentale entre nous. Et c'est aussi un sujet que j'aborde avec lui dès que je sens que quelque chose ne me convient pas ou qu'il ne prend plus sa part. On en discute assez ouvertement et même si on n'est pas toujours d'accord, on finit toujours par trouver des solutions pour rééquilibrer. Au final, je pense même avoir moins de charges à gérer les comptes que j'en avais en allant faire les courses avant, alors ça me va. Ça, c'est parce que t'es une winneuse et que tu arrives à gérer tout ça en peu de temps parce que t'as de l'expérience. Est-ce que vous avez dû faire des démarches administratives pour optimiser certains points comme les impôts par exemple? Le Pax nous a permis d'optimiser un petit peu nos impôts la première année, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire là-dessus. Je me pencherai dessus à l'occasion. Côté succession, la première chose que notre notaire nous a dit quand on a voulu acheter, c'est: vous êtes juste paxé, je vous recommande fortement de faire un testament. On l'a écouté et je pense qu'on a bien fait. Avec le testament, chacun est héritier de l'autre, alors qu'avec le Pax seul, le régime légal, c'est la séparation de biens. Donc la part de l'appartement de mon chéri, par exemple, s'il venait à décéder, aurait appartenu à ses sœurs. Elles auraient été en droit de me demander un loyer pour cette portion qui lui appartenait. Même si elles feraient probablement pas ça, c'est vraiment pas une situation qu'on souhaite pour l'un ou pour l'autre. Le testament, il nous protège sur ce point. Si l'un de nous décède, l'autre hérite de ses possessions. En fait, il a sensiblement le même effet que le mariage. On revient grosso modo sur une communauté de biens, même si juridiquement parlant, c'est évidemment inexact. Super conseil du notaire. Comme quoi, le Pax ne protège pas du tout. Sur le plan financier, si ton chéri a des envies particulières ou bien toi de ton côté, dans ce cas-là, comment vous faites? Est-ce que chacun pioche de l'argent quelque part et si oui, où? C'est assez variable et ça peut sembler pas très logique, je vais essayer de t'expliquer au mieux. Si c'est quelque chose pour la communauté, donc pour le couple, on prendra ça sur le conjoint en général. Par exemple, s'il veut acheter des vinyles, comme on adore ça tous les deux, c'est le conjoint qui paye. Par contre, si c'est notre petit plaisir perso, c'est plutôt notre épargne. Par exemple, si je veux me payer une formation, c'est pris sur mon épargne. Lui veut se racheter un ordinateur, il prendra aussi sur son épargne à lui. On sait combien on veut avoir en épargne de côté à nous deux, pour quels objectifs et dans combien de temps. C'est très clair pour lui comme pour moi. Charge à chacun de ne pas trop puiser dans son livret pour ne pas nous mettre en difficulté. Après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est assez peu dépensier, donc on a vraiment une grosse capacité d'épargne et on reconstitue assez vite ce qu'on dépense. On est aussi tous les deux prêts à se priver un peu sur un mois pour rectifier une grosse sortie d'épargne, pas forcément très très raisonnable. Dans tous les cas, quel que soit le compte utilisé, on en discute toujours avant et on valide avec l'autre que c'est OK. Comme ça, on peut pas non plus blâmer l'autre et ça apaise les choses. Donc ta vision, accepter les plaisirs perso, c'est vraiment de mettre en commun dans un compte joint, puis de vivre à deux sur ce qui reste, qu'importe le montant des salaires de chacun. S'il y a des gros écarts de salaire, c'est pas forcément ce que je recommande. Dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux faire proportionnellement à ce que chacun gagne. Mais comme tu disais, il y a probablement autant de possibilités que de couples. Tant que tu es à l'aise avec la façon dont c'est fait, c'est bon. En revanche, si t'es pas à l'aise ou que tu l'as été mais que tu ne l'es plus, il faut faire évoluer la façon de faire, c'est vraiment important. Pour nous, tout mettre en commun nous convient parce qu'on a quasiment les mêmes revenus, on partage les mêmes objectifs aussi, donc ça aide. D'où l'importance d'avoir bien accordé nos violons du coup. Dernière question que j'ai pour toi Marion, quand tu parlais du Pax, est-ce que tu ne penses pas qu'en cas de rupture, un des deux peut se sentir lésé? C'est possible, mais en même temps, étant donné que c'est moi qui gère, si je me sens lésée, je considère que c'est de ma faute et que j'ai mal géré. Si lui se sent lésé, je pense que j'aurais très envie de lui dire qu'il avait qu'à gérer tout seul. Plus sérieusement, je pense qu'on a trouvé notre équilibre et que nos salaires vont continuer d'évoluer de façon similaire, donc je pense pas que l'un de nous se sente lésé. Je pense aussi qu'on sera suffisamment mature pour se séparer en bonne intelligence, même si on ne peut jamais prévoir réellement comment ça se passera ou même si ça se passera. En tout cas, j'espère que la question ne se posera jamais dans la vraie vie.
Bien sûr, je te souhaite plein de bonheur à deux. En tout cas, merci à toi. Ça fait plaisir d'échanger sur les différentes façons de faire, car c'est vrai que l'argent au sens large est un sujet tabou, et je pense encore plus pour les jeunes, entre guillemets, couples. Donc je trouve qu'avoir des idées de ce qui se fait à côté de chez soi, c'est pas si mal. Merci de m'avoir accueilli une seconde fois, Luna. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet. À bientôt! Avec plaisir, je te remercie de ta venue. Et toi, cher auditeur, si tu as aimé cet épisode, je t'encourage à liker, à mettre un avis ou 5 étoiles. Retrouve-moi dès maintenant sur un autre audio ou lundi prochain pour le nouvel épisode de Boursicotte. D'ici là, je te fais plein de bisous et je te souhaite une belle journée.